Les gars, aujourd'hui, il y a quelques différents points extrêmement importants que j'aimerais aborder avec vous au cours de cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un changement de tendance majeur qui est en train actuellement de se dérouler sur le marché des cryptos. Je vais vous montrer tous les graphiques pour étayer mes arguments et je vais également vous montrer ceci parce que quelque chose d'important vient de se produire. En fait, ce genre de situation s'est déjà produit à de nombreuses reprises par le passé et c'est généralement un signal extrêmement fiable pour savoir vers où le marché va se diriger. Donc on va analyser les chiffres ensemble. Restez donc avec nous du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. J'ai des choses très importantes à vous communiquer dans cette vidéo. Alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez observer actuellement du côté du Bitcoin, c'est que on est légèrement en train de remonter. Bon, rien de très convaincant non plus. Hier, on a rechuté. Aujourd'hui, on a observé une légère reprise. Mais pour le coup, on n'a toujours pas réussi à franchir la barre des 110 000 $. Donc, le Bitcoin est toujours plus ou moins en train de latéraliser. Ici, on ne fait pas grand chose. Bon, pour le coup, on n'a pas réalisé un creux plus bas, ça c'est déjà un bon signe. Vous pouvez observer ce creux ici et juste là, le Bitcoin n'a pas chuté plus bas. Donc voilà, on est toujours en train de latéraliser, on constate toujours une petite tendance à la hausse. Bon, pas très convaincante encore une fois, mais bon. On va peut-être se consolider encore pendant un petit peu plus longtemps avant de voir finalement un mouvement plus décisif de la part du marché des cryptos. Donc je pense que ce mouvement sera à la hausse bien entendu parce que pour moi tout est en train de se dérouler comme prévu une fois encore. L'or, quant à lui, eh bien, est toujours en train de chuter. Pour le coup, l'or essaye de revenir au sein de ma boîte orange ici. On pourra voir si on a atteint un bottom pour l'or. Pour le coup, j'ai certaines données qui semblent confirmer ceci pour le court terme. Quoi qu'il en soit, l'or continue encore et toujours à chuter. La liquidité afflue donc vers les marchés traditionnels cette fois, malgré le repli notable qu'on a eu de ce côté. Et ensuite, eh bien forcément, j'attends que les capitaux se dirigent ensuite du S&P 500 vers le Bitcoin et la crypto. Je suis convaincu que ça va se produire assez bientôt. Donc voilà, pour moi tout se déroule toujours selon plan. Cependant, si on observe l'Ethereum, eh bien on a toujours un creux assez égal. Il faut toujours tenir compte de ceci. On latéralise. Concernant Solana, eh bien on a observé une chandelle rouge assez imposante à la baisse également. Mais ceci, eh bien c'est juste de la volatilité au court terme. Pour le coup, c'est bien sûr pas un conseil financier, vous le savez, mais je pense que cette volatilité nous permet juste de réaliser des gains croissants au fil du temps et que ce n'est pas quelque chose qui doit nous inquiéter. Vous pouvez d'ailleurs constater l'évolution des stratégies, notamment des profits générés par les grilles. On est sur le point d'atteindre les 400 000 de profits sur ma stratégie Bitcoin. On a 371 du côté de l'Ethereum ainsi que 350 000 sur Solana. Donc, chaque jour qui passe, eh bien, on a simplement de la volatilité qui génère des gains plus importants, ce qui est tout à fait ok. Bien sûr, avec le pullback, avec les prix qui continuent toujours à chuter, la valeur de ces positions en dollars, eh bien, va également diminuer, la position flottante, on va dire, parce que rappelez-vous, je hold toujours du Bitcoin, l'Ethereum, Solana, etc., en suivant ces stratégies, mais je reste convaincu que le marché atteindra son pic quelque part en 2026. Comme je l'ai affirmé depuis les quelques dernières années, en fait depuis plus d'un an je pense, on a toujours cette théorie. Alors ceci dit, laissez-moi poursuivre parce que j'ai des points extrêmement importants à aborder avec vous. Tout d'abord, eh bien la Fed a bel et bien diminué ses taux d'intérêt finalement, mettant fin au resserrement quantitatif également, ou plutôt la réduction de son bilan. La question est donc maintenant de savoir quand ils vont recommencer à relancer l'économie et la stimuler. Actuellement, les réserves bancaires américaines ont chuté à 2800 milliards de dollars, ce qui est le niveau le plus bas depuis 2020, et c'est également un niveau inférieur à celui atteint lorsque la Fed est intervenue lors de la crise bancaire de 2023 pour stimuler l'économie. Donc, les tensions de liquidité sont toujours en train de s'accentuer, les banques font appel au mécanisme de refinancement de la Fed ainsi qu'un niveau jamais atteint depuis 2020, donc ça crée des tensions dans le système. On pourrait même assister à une nouvelle crise bancaire éventuellement, et ça inciterait la Fed à intervenir pour stimuler l'économie. Cependant, ce qui est encore plus probable en réalité, eh bien, c'est qu'on puisse observer plutôt une augmentation progressive. On a un extrait qui illustre ceci, on y explique l'assouplissement quantitatif de 2020 qui constituait à injecter énormément d'argent dans l'économie. En fait, c'était pas si compliqué à comprendre, eh bien ce sera simplement plus progressif et plus lent, ce qui est suggéré, mais au final ça aura de toute façon le même effet, ça va juste se dérouler sur une période plus longue. Donc, essentiellement, c'est quelque chose qui va arriver, il faut qu'on soit conscient de ceci. L'assouplissement quantitatif, la stimulation de l'économie, ça pourrait arriver progressivement. En tout cas, tant que ça commence bientôt, je pense que ce sera positif pour les marchés, donc ça ne va pas arriver brutalement, sauf bien sûr en cas de crise majeure qu'on ne pourrait pas voir venir, notamment avec une paralysie des services gouvernementaux, et ça signifie que le gouvernement ne dépense pas d'argent, mais par contre, il continue d'en recevoir. Donc, en quelque sorte, il continue d'absorber des fonds, et actuellement, vous pouvez constater que
le trésor public, plus précisément son compte général, a augmenté de 50 milliards de dollars. Donc, en substance, on a 150 milliards de dollars de liquidités qui ont été retirés du marché vers le wallet, en quelque sorte, de l'État. Donc, c'est essentiel de garder ces éléments à l'esprit parce que ce sont des signes indiquant qu'une relance économique est imminente de la part de la Fed. Jérôme Powell, souhaite en quelque sorte tempérer les attentes, craignant une explosion des marchés. Donc, je pense qu'il n'exprime pas ouvertement ce qu'il pense vraiment à ce sujet parce qu'il a peur que les gens s'emballent trop vite. Bien entendu, en cas de crise, la relance devrait être soudaine, ça tout le monde le sait, c'est déjà arrivé d'ailleurs, mais voilà, autrement, ça se fera progressivement. Par ailleurs, quoi qu'il arrive, je reste absolument convaincu que le pic va se trouver quelque part au début de 2026. Si l'économie est relancée, je suis persuadé qu'on va atteindre des objectifs encore plus élevés, on va atteindre les sommets de mes stratégies trading. Bien entendu, j'ai également mon portfolio de bull market qui devrait également atteindre un pic pour de nombreuses altcoins. Je continue toujours d'y croire. On atteindra forcément le sommet de la fourchette et après on clôturera les positions. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies trading, j'ai BNB, on a baissé de 23 000 ici, mais il est toujours en train de trader grâce à l'algorithme, on est en hausse de 2300. Donc comparé au simple fait de holder des altcoins, c'est forcément bien mieux parce que on profite de cette volatilité pour générer des profits croissants chaque jour qui passe. Concernant XRP, on est en hausse de 1000 $, mais on est en baisse de 25 000, forcément en raison de la chute des prix de ce côté. Alors lorsque le prix remontera, je bénéficierai des profits générés par la grille. Donc mon seuil de rentabilité va être plus bas. On aura bien sûr les profits des bots ainsi que de la position elle-même lorsqu'on va recommencer à monter. Alors si vous souhaitez utiliser cette stratégie, j'ai ajouté tous les liens pour ce faire en description. Commencez tout d'abord par vous inscrire et réclamer les bonus de dépôt sur Pionex. Ensuite vous trouverez mes cryptos principales, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et XRP. Si vous souhaitez l'utiliser pour tout autre altcoin, cliquez sur le lien que vous avez ici. Alors, ceci dit, j'aimerais vous montrer ces données, c'est Hindenburg. En fait, il s'agit du signal de Hindenburg. Et alors, si ça a été déclenché hier, alors vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Ce signal se déclenche lorsque vous avez le S&P 500. Donc, certaines actions atteignent leur niveau record depuis les 22 dernières semaines, tandis que d'autres actions atteignent leur niveau le plus bas des 22 dernières semaines. Donc, il y a une énorme différence, une importante différence de cours entre les plus hauts et les plus bas, les performances et ceux qui ne performent pas. Alors, qu'est-il arrivé lorsque le signal s'est déclenché auparavant? Comme vous pouvez le constater, ça s'est produit à plusieurs reprises, déjà peut-être une trentaine de fois par le passé, et 2 semaines plus tard, ou même 1 mois plus tard, bon, vous savez quoi, on va être conservateur, on va dire 2 mois plus tard, on observe généralement que le marché boursier a baissé. Donc ça suggère une chute des marchés traditionnels au cours des quelques prochains mois, et ça entraînera probablement une baisse du Bitcoin également. Cependant, 1 an plus tard, regardez ça, en moyenne, on affiche une hausse de 6 à 18%. Donc on a une volatilité au court terme, orientée à la baisse, c'est vrai, il va falloir être conscient de ceci, mais 12 mois plus tard, les prix sont bien plus élevés. Donc ça c'est un élément, je pense, vraiment important à prendre en compte, et ça confirme parfaitement mon analyse une fois encore, parce que je vous ai toujours dit qu'il fallait s'attendre à de la volatilité, et je suis convaincu que d'ici l'année prochaine, on risque d'observer des gains absolument considérables pour la fin de ce bull market. Voilà, ça va donc être un point absolument essentiel dans ce souvenir. Bon, ce ne sont que des données, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais elles sont très claires, elles sont assez fiables et elles indiquent qu'on va enregistrer de beaux gains, même s'il faut effectivement se préparer à une certaine volatilité au court terme, orientée visiblement à la baisse. Alors, l'or, pour le coup, je vous parlais de l'or. Est-ce que l'or est sous-évalué? A-t-il atteint son bottom? Alors, même si l'or a atteint un all-time high il y a quelques jours seulement, son prix reste relativement faible pour le coup. Si vous regardez ça historiquement, en termes de richesse mondiale, l'or représente c'est pas un énorme pourcentage, c'est pas un énorme ratio. Vous pouvez voir que l'or actuellement représentait 22% de la richesse mondiale à un certain moment. Et là, on n'est même pas au-dessus du niveau des 5%. Donc ça laisse encore énormément de marge de progression pour l'or. Cependant, cette progression forcément ne peut pas être linéaire. On aura de nouvelles pumps suivies par les marchés traditionnels et puis le Bitcoin et ainsi de suite qui va rattraper son retard. En fait, l'essentiel, c'est que le seul qui perd toujours, c'est la fiat. La monnaie fiduciaire continue de chuter, mais je pense que l'or, quoi qu'il en soit, va bien se comporter. Alors sinon, on a Owen Gundon, un important investisseur de Bitcoin, en fait un OG, comme on appelle ça. Il a récemment énormément vendu ses actifs, ce qui sème un petit peu la panique sur le marché. Donc les whales continuent de prendre leurs profits, une fois encore, mais elles finiront par manquer de Bitcoin de toute façon. Alors un point important que j'aimerais aborder, c'est la peur, le FUD concernant MEXC. Alors j'utilise pas beaucoup MEXC, pour le coup, ce n'est pas une plateforme d'échange extrêmement connue, mais en tout cas elle n'a pas le monopole, mais elle existe tout de même depuis un certain temps. Donc voilà,
Si vous n'avez pas suivi l'affaire, eh bien, on a White Whale, un trader actif sur Twitter, qui a réalisé un profit de 3 millions de dollars grâce à Mexi, et il refuse en fait de lui verser ces 3 millions de dollars, prétextant une violation des conditions d'utilisation. Alors, en quoi est-ce qu'il a fait ça? Mexi affirme qu'il utilisait des techniques de manipulation de données pour trader. Ils ont constaté qu'il effectuait 2 transactions en 1 seconde, et ils affirment que c'était impossible de faire ceci en si peu de temps, donc il refuse juste de lui donner son argent. Alors évidemment ça a fait un tollé sur Twitter, maintenant tout le monde est en train de s'en mêler, et on a eu une réponse de la PDG qui est venue poster ceci sur Twitter. Il s'agit de Cecilia Hughes, directrice donc de la sécurité chez Mexi. Ils ont donc décidé de publier cette réponse, mais eh bien la situation, je pense qu'on peut dire qu'elle a été plutôt mal gérée. En fait, ça signifie qu'il y a un petit peu anguille sous roche, je pense. Pourquoi refuserait-il? Pourquoi est-ce que Mexi refuse de rembourser un trader? Bon, ils estiment qu'il a enfreint les conditions, mais peu importe, c'est tout de même son argent, il a réalisé son trade, on ignore ce qui se passe réellement, et je veux pas encore semer la panique. Je tiens simplement à souligner que beaucoup pensent que Mexi pourrait être impliqué, peut-être qu'ils ont un problème avec ceci. En fait, qu'ils aient les fonds ou non, beaucoup de personnes s'inquiètent pour Mexi, et certains utilisent d'ailleurs des bots pour influencer la réponse de la PDG de Mexi. Bon, certaines personnes sont en train de créer des faux comptes, sont en train de semer la panique exprès. Ils utilisent des bots pour faire des commentaires du genre « Oh, c'est une réponse incroyable, ce type de communication ». En fait, on peut penser que Mexi fait des faux comptes pour essayer un petit peu d'enterrer les gens qui mettent des vrais commentaires négatifs. Alors, est-ce que Mexi est insolvable? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Certains disent avoir d'autres problèmes avec Mexi pour le moment, donc gardez ça à l'esprit. Bon, concernant cette plateforme d'échange, bon, ce qu'on sait pour le coup, c'est que lors du crash du 10 octobre, certaines personnes ont tout perdu. Certaines personnes se sont fait démolir. Certaines personnes, peut-être même certaines plateformes d'échange ont perdu de l'argent, des market makers, etc. potentiellement également, donc il faut se souvenir de ceci et être prudent. Bon, j'utilise pas énormément Mexi, une fois encore, sauf parfois lorsqu'il propose des altcoins un petit peu moins connus, qu'on trouve pas sur d'autres plateformes. Donc voilà, j'ai absolument rien contre Mexi. Bien entendu, le mieux qu'on puisse espérer, c'est qu'il ne soit pas insolvable, mais voilà, je voulais juste souligner ce point, soyez prudents. D'autres personnes disent que Mexi est en train de s'effondrer, alors je vois des tweets de nouveaux traders qui utilisent des stratégies de financement avec, eh bien, Mexi également, qui semble croire à tort que leur rémunération ne repose pas sur la liquidité. Enfin bref, l'important c'est de retirer ces fonds avant qu'il ne soit trop tard. On ne veut pas semer de FUD, mais on n'est jamais trop prudent. CoinMarketMan également, une plateforme de trading automatisé majeure, arrête de prendre en charge Mexi. Vous pouvez voir ça de ce côté également. Donc, soit les gens paniquent trop, ou alors il se passe quelque chose, il se trame quelque chose. Peut-être que c'est rien, peut-être que eh bien, bon, on va dire que, au mieux, leur team de communication est juste déplorable et ils ne veulent pas, eh bien, assumer leurs erreurs. Voilà, leur gestion de cette crise, quoi qu'il en soit, est absolument catastrophique. Ou, au pire, peut-être qu'ils sont insolvables. À vous de juger. Encore une fois, je veux pas semer la peur, mais soyez juste prudents. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a rien à perdre à retirer votre argent d'une plateforme d'échange qui pourrait paraître douteuse. Vous ne les trahissez pas, vous récupérez votre argent, vous n'avez rien à perdre. En réalité, vous n'avez en fait rien à gagner à laisser votre argent sur une plateforme d'échange. Encore une fois, je n'ai rien contre Mexi. C'est juste que on a appris par nos erreurs du passé. Voilà, je voulais juste souligner ceci. Merci donc d'avoir regardé et à la prochaine.